On a une rentrée 2023 sous le signe des tsunamis. Tout semble bouger à une vitesse énorme lors de cette rentrée, que ce soit l'inflation en France ou même des guerres ou des révolutions qui ont lieu dans les pays africains. On a un monde qui bouge encore plus vite en ce moment, et puis parallèlement à ça, eh bien, on a une bourse qui, elle, semble aller bien et fonctionner normalement, comme si c'était business as usual. Donc, en fait, on a cette dichotomie qui se fait. Et j'ai lu récemment, dans la lettre Agora, j'ai lu un titre qui parlait d'un effondrement silencieux. Et ça m'a pas mal interpellé. Et donc, j'ai voulu interviewer Philippe Béchade, qui travaille avec les publications Agora. J'ai voulu l'interviewer pour que l'on parle ensemble de cet effondrement silencieux. Et puis, les publications Agora, elles, ont souhaité sponsoriser la vidéo. Alors, vous savez que les publications Agora, j'interviewe très souvent des gens qui écrivent dans les publications Agora, donc Philippe Béchat qui est là, mais aussi Étienne Henry. Et puis, vu le nombre de likes que j'ai dans les vidéos, ou le nombre de vues que font les vidéos, je me suis aperçu que ça vous plaisait bien. Et du coup, eh bien, j'ai tout à fait accepté que les publications Agora sponsorisent cette vidéo. Et Philippe, puisque tu es rédacteur en chef des publications Agora, est-ce que vous pourriez me dire la mission des publications Agora, quel est l'objectif des publications Agora? C'est clairement de proposer une vision un peu différente des médias mainstream, une vision plus originale, une vision prospective. On ne veut pas attendre de constater les problèmes pour essayer de mettre en place une solution quand les initiés ont déjà pris leurs dispositions. Aujourd'hui, les éditions Agora, c'est carrément une mission de réinformation. Il s'agit plus seulement d'aider les gens qui ont un patrimoine à le défendre pour espérer un jour le transmettre ou mener la vie dont ils sont en vie. Aujourd'hui, il faut en plus de ça débunker des mensonges, un tsunami de mensonges économiques, sanitaires, énergétiques, géopolitiques. J'ai l'impression que la France, mais elle n'est pas la seule, mais beaucoup de pays aujourd'hui, quand on en croit les médias, c'est une réalité alternative qui nous est proposée. Donc nous, on essaie déjà de remettre nos abonnés face à la réalité, avec quelque chose d'imparable qui est qu'est-ce qui se passe concrètement, et on essaye également de mettre en garde contre des mantras comme l'inflation est transitoire, les banques centrales font un excellent job, les entreprises peuvent indéfiniment accroître leurs marges et l'inflation a été en quelque sorte une bénédiction. En réalité, tout ça est dicté par un impératif, je dirais presque, de l'immédiat. Alors pour les entreprises, l'immédiat, c'est la prochaine publication trimestrielle. Et pour le politique, c'est le prochain rendez-vous électoral, ce qui n'est plus vraiment le cas, puisque maintenant, on le voit, les médias vous disent qui est le favori, qui devra succéder au président, au Premier ministre ou à l'échelle de votre localité, quel écolo doit importer le modèle parisien, lyonnais ou grenoblois, et on vous explique que ces gens-là sont déjà largement favoris dans les sondages et complètement plébiscités par les personnes sondées. Voilà, tout ça, c'est de la manipulation pure et simple. Alors certains mettent le terme nudge parce que ça fait anglo-saxon, sophistiqué. Non, c'est de la pure propagande avec des gros sabots, et je dirais même ça dérive vers la propagande soviétique.
Voilà. Donc, alors la mission d'Agora, c'est aussi de faire comme si on était resté dans un monde qui a une existence concrète et dont on essaie de vous rendre compte et on essaie de vous préparer à affronter les difficultés qui sont créées par les mensonges officiels et qui vous induisent, si vous écoutez, à prendre que des décisions erronées et qui vont être effroyablement coûteuses pour vous. Il n'est qu'à voir le taux d'inflation, 20% sur l'alimentaire d'août 2022 à août 2023. On atteindra 25% d'inflation entre août 2022 et décembre 2023. 25% d'inflation en même pas 18 mois. C'est la moitié du pouvoir d'achat perdu en 2 ans et 2 ou 3 mois. La moitié de votre pouvoir d'achat perdu. Voilà. Donc, alors, justement, on soulève ce genre de lièvre et on essaie de... Oui. Et alors justement, il y a les publications Agora, pour ceux qui regardent la vidéo, vous permettent de télécharger gratuitement un rapport anti-inflation. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Et alors dans ce rapport, en fait, il y a 3 choses. Il y a 3 investissements anti-inflation qui sont pratiqués par tous les fonds d'investissement. Il y a une méthode pour mettre votre épargne à l'abri immédiatement en cas d'inflation. Et puis, il y a un investissement méconnu qui bénéficie systématiquement de l'inflation. Donc, ce rapport des publications Agora, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger en cliquant dans le lien que je mets dans la description. Et alors, je suis désolé de vous avoir coupé, Philippe Bichat, mais justement, un des points, justement, dans l'effondrement silencieux qui apparaissait dans ce que je lisais dans votre publication, c'est l'inflation. C'est-à-dire qu'on a une inflation gigantesque. J'en ai reparlé moi, dans une vidéo il y a quelques heures. On a une inflation sur 18 mois de 25%. On a une population qui s'appauvrit beaucoup. Et on a un Bruno Le Maire qui nous dit, alors c'est pas la première fois qu'il nous le dit, c'est fini, l'inflation, ça y est, je la maîtrise, ça va s'arrêter demain matin. La semaine prochaine, nous a-t-il dit, ça va s'arrêter la semaine prochaine, braves gens, dormez tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on a une inflation qui va se poursuivre, se maintenir, s'accélérer, ou une inflation qui va diminuer? Et effectivement, comme le dit Bruno Le Maire, la semaine prochaine, l'inflation va se mettre à baisser. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je n'en pense rien, qui se soucie d'ailleurs de ce que je pense. Je pourrais vous dire de ce que je pense de monsieur Bruno Le Maire, mais je crois qu'à part faire sourire les gens qui regardent la vidéo, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Donc, je ne pense rien de l'inflation. Je constate, comme je le disais, qu'on a 20% de hausse du prix de l'alimentaire en 12 mois, qu'on en aura 25 donc en 16 mois, et que, évidemment, monsieur Le Maire raconte n'importe quoi. C'est un constat, hein, puisqu'il ne peut évidemment pas faire baisser l'inflation, pas avec un pétrole qui refranchit les $89. Ça, c'est le Brent à Londres, et c'est ce qui nous concerne nous, puisque ça veut dire que le prix des carburants va probablement se rapprocher plus des 2,20 que des 2 euros assez rapidement. Là, pour les vacances de la Toussaint, on partira probablement avec un carburant à 2,20. Voilà, ça sera le plus cher de l'histoire, même plus cher qu'au lendemain du début du conflit en Ukraine. Faire baisser les prix, seule la grande distribution, on a quelque part le pouvoir en faisant jouer des leviers de négociation, sauf que les négociations ne s'ouvrent qu'en fin d'année. Donc, la grande distribution ne pourra renégocier avec les fournisseurs qu'en fin d'année. Alors, je ne sais pas si monsieur le maire l'ignore, donc il est incompétent, ou s'il nous prend pour des cons. Hein, je dis les choses franchement. Voilà. Donc, voilà ce que je dis sur l'inflation. Donc, elle va continuer de progresser. L'alimentaire, donc, c'est malheureusement tous les produits industrialisés. On va être obligé de continuer de les payer sur la base de ce qui a été négocié fin 2022. Et on va se prendre en plus la hausse du prix des carburants. L'électricité, évidemment,
hein, que l'on paye maintenant 2 fois plus cher qu'on ne devrait, enfin même 3 fois plus cher en réalité. Donc ça va évidemment littéralement plomber le pouvoir d'achat. Donc, est-ce que c'est de l'inflation? Alors on nous explique, bah non, c'est juste que l'on a supprimé un plafond sur les prix. C'est complètement hallucinant. Notre électricité, elle sort à 5 centimes le kilowatt de la centrale nucléaire ou du barrage hydroélectrique, et elle nous est facturée 24 centimes. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Même à 100, donc même à 10 centimes le kilowatt ou à 100 € le mégawatt, on est dans les prix qu'on devrait payer. L'Espagne, le Portugal, qui sont sortis des mécanismes de fixation des prix européens, dont la France refuse obstinément de sortir, bon, c'est 14 centimes, grosso modo, du kilowatt pour le consommateur. Donc, c'est uniquement des décisions politiques qui fait que le prix de l'électricité augmente. C'est pas du tout le coût de la matière première. C'est pas parce que le charbon a augmenté que l'électricité coûte plus cher en France, ou c'est pas parce que le GNL a augmenté, puisque on produit pas l'électricité au GNL. Mais par contre, le prix, lui, il est calculé sur la base du prix du gaz. Enfin, c'est une dinguerie absolue. Donc, le prix de l'électricité augmente ou a augmenté au 1er août. Il augmentera encore à la fin de l'année. Mais comment, avec une facture d'électricité qui progresse de 35% par an, on peut imaginer que l'inflation va baisser? Et en plus de ça, on va nous rajouter des taxes, le paquet de cigarettes à 12 €, on va rajouter 7 ou 8% de taxes sur les alcools. On va, mettre la TVA à 20% sur les travaux de rénovation. Tiens, on vous annonce que vous pouvez plus louer votre bien parce qu'il est en catégorie G à partir du 1er janvier 2024. Il faut faire des travaux. Eh ben, on va vous coller une TVA à 20% pour être bien sûr que vous allez être tout à fait en mesure d'améliorer les performances énergétiques de votre logement. Donc, les loyers explosent. C'est complètement aberrant. J'ai fait une vidéo sur les loyers, j'avais pas retenu ça, mais effectivement, c'est aberrant d'avoir à la fois un État qui nous dit il n'y a pas assez de logements étudiants notamment, on a un gros problème sur les logements étudiants actuellement, mais tous les logements de manière générale, des locataires, mais en même temps, on nous supprime une partie des logements à cause du DPE, et puis on nous dit faites des travaux, et l'État derrière met une TVA, augmente la TVA, il va passer de 10 à 20 sur ces travaux, histoire de remplir un peu ses caisses, mais surtout d'être sûr que les gens vont pas faire les travaux. On voudrait décourager l'investissement locatif, on s'y prendrait pas autrement, quoi. C'est vraiment un État qui fait des choses incroyables. C'est comme vous le disiez, on va se tutoyer parce que dans la vie on se tutoie, donc tant pis, on est sur YouTube, on va se tutoyer. Continuons. Mais tu le disais, on a une inflation forte. On a Bruno Le Maire qui dit on va régler le problème de l'inflation, mais en même temps, vous avez une augmentation du prix de l'électricité. Prix de l'électricité qui est uniquement lié à une décision politique, puisqu'on calculait d'une autre façon il y a encore quelques années, et pendant des dizaines d'années, on a calculé d'une autre façon. C'est-à-dire, aujourd'hui, on s'aligne sur la dernière unité mise en service, qui est généralement une unité au gaz, une centrale au gaz. Ça, c'est une décision européenne. Mais avant, on faisait, si on avait 50% de nucléaire, on se basait sur le prix sur 50% de nucléaire, 10% d'hydraulique, 7% d'éolien, et puis le reste en gaz. Donc, on faisait un mix qui baisserait énormément le prix de l'électricité, mais on peut pas avoir un prix d'électricité qui augmente tel qu'il est actuellement et nous dire vous allez faire baisser l'inflation parce que l'électricité est utilisée par tous les industriels, c'est utilisé par les supermarchés avec leurs congélateurs, etc. Donc, ça peut pas marcher, quoi. Et on a effectivement l'impression qu'on a un État qui sait pas où il habite, qui est mené par des gens qui n'y connaissent rien ou qui comprennent pas ou qui font semblant de pas comprendre, je sais pas. Mais je suis comme toi, je comprends pas qu'on aille comme ça dans des directions totalement opposées, que ce soit pour le logement ou pour l'inflation.
On va dans des directions totalement opposées et ça semble complètement fou. On ne maîtrise plus rien, quoi. On en est à un tel degré de décisions absurdes, de dogmes qui ne tiennent pas debout. Hein. Enfin, scientifiquement, alors beaucoup m'envoient des messages pas très sympathiques parce que j'explique que si la pollution est un vrai problème et un vrai enjeu de santé publique, et que les nuages de pollution ont un effet de serre incontestable. On étouffe sous des bulles de particules en Chine et dans la plupart des grandes villes industrielles, en Europe, bon, notamment Pologne et Roumanie. Donc là, la pollution produit un réchauffement absolument incontestable. Et là, si vous ne prenez les mesures que dans ces endroits bien précis, qui sont sous le nuage de pollution, là, vous pouvez tracer des courbes de réchauffement de la planète épouvantables. Si vous prenez les températures ailleurs, il n'y a rien de changé. Il fait pas plus chaud au Sahara et il fait pas plus froid en Antarctique. Ah si, on a battu le record cet été de froid à moins 83. Bon, bref. Donc, la décarbonation est quelque chose qui est, puisqu'on parlait de l'inflation, je reste dans la thématique, hein, je ne divague pas, je suis au cœur de mon sujet. La décarbonation est probablement le facteur le plus inflationniste à court, moyen et long terme que l'on s'impose nous-mêmes avec de faux prétextes, puisque le réchauffement est lié aux particules, à la condensation, à la nébulosité, et on veut nous faire réduire les émissions de carbone qui suppose une transition énergétique absolument hors de prix, tout à fait hors de nos moyens, ou qu'il était peut-être il y a 2 ans avec des taux zéro, puisqu'à un moment la France emprunte, on l'a payé même pour emprunter, mais aujourd'hui, aller financer, alors on nous dit que ça coûte 35 milliards par an, les estimations les plus raisonnables disent que c'est plutôt 70 milliards par an. Donc il faut aujourd'hui emprunter 70 milliards pour mener à bien la transition telle que on se l'a fait un petit peu dicter par l'Allemagne, hein, faut quand même dire des choses. Hein. Donc c'est les Allemands qui donnent le tempo. Donc il faut tapisser des collines de panneaux photovoltaïques, il faut créer des forêts d'éoliennes au sommet de nos collines. Donc, tout ça, 70 milliards. Et je compte pas, évidemment, les rénovations pour que les logements soient plus performants. Et donc, c'est de l'argent qui va être emprunté maintenant à 4,5. Là, ça commence à coûter cher en intérêt. Et derrière, c'est pas comme un investissement où on dit, bah, on s'en fout d'investir à 4,5. L'intelligence artificielle, on va faire x10. Donc, même si on nous mettait les taux à 15%, on emprunterait quand même pour développer l'intelligence artificielle. Là, il n'y a pas de retour sur investissement et on ne va même pas atteindre le but qu'on s'est fixé qui est de décarboner, parce qu'on mesurera toujours une hausse du carbone, parce que le carbone progresse sur des cycles de 11 000 ans, bon, ça c'est très bien documenté, et le carbone, en fait, il embraye après le réchauffement, c'est une conséquence du réchauffement, et ce n'est pas ce qu'on essaie de nous faire croire, l'inverse, c'est-à-dire que lorsque l'atmosphère se remplit de carbone, la Terre se réchauffe. Non, ça, le carbone est un gaz lourd, donc il n'est pas dans les hautes couches de l'atmosphère, il ne participe pas à l'effet de serre, puisque pour un effet de serre, il faut effectivement que ce qui emprisonne la chaleur se situe on va dire, entre 1 km et 10 km d'altitude, pour schématiser. Vous vous rappelez tous de ce terrible drame d'un échappement de gaz carbonique d'un lac volcanique en Afrique, où tous les gens qui habitaient au bord du lac sont morts, et ceux qui habitaient 5 mètres, je dis bien 5 mètres seulement, au-dessus du niveau du lac, aucun n'est mort. Et tous ceux qui étaient au bord du lac et à 2 mètres du sol, tout le monde a été asphyxié par le gaz carbonique qui est totalement invisible et totalement inodore, mais qui est par contre le vrai carburant de la végétation et des récifs coralliens qui, je le souligne, recommencent à croître. Alors je ne nie pas que dans certains endroits ils blanchissent, et moi-même qui fais de la plongée, il y a des endroits que j'ai pas reconnus.
10 ans après, tous les coraux étaient devenus blancs. Mais il y a des tas d'endroits, et notamment sur la grande barrière de corail, où là où c'était blanc, c'est redevenu un véritable océan de vie. Donc il y a des zones où ça va moins bien, mais globalement, le corail se porte aujourd'hui mieux qu'il y a 10 ans. Mais vous aurez 1000 témoignages qui vous diront « Ah ouais, moi je suis allé plonger au Mexique et là tout était blanc, le corail était mort. » C'est tout à fait vrai, c'est d'accord. Mais globalement, le carbone nourrit le corail et il y a plus de corail aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je pourrais multiplier les exemples. Donc voilà, la décarbonisation va nous coûter cher, ne va pas ou très marginalement nous dépolluer. Parce que si on peut plus rouler dans Londres ou dans Paris avec un véhicule thermique, bon Londres ça y est, hein, ils y sont allés. En banlieue, on va continuer de rouler au diesel. Hein. Si on peut pas rentrer dans Paris, on aura quand même le droit d'en faire le tour. Vous croyez que les petites particules de diesel vont s'arrêter en voyant « Oh, le périphérique, je n'ai pas le droit de le franchir, Hidalgo ne le veut pas » ou Sadiq Khan, le maire de Londres, ne le veut pas. On consommera, effectivement, on répandra moins de particules avec les pots d'échappement dans Paris ou Londres intramuros, mais en banlieue, il y aura tellement de bouchons et on va émettre tellement de particules en banlieue que de toute façon, dans le centre de Paris, on sera à peu près autant pollué qu'on l'était avant des tas de mesures imbéciles, mais qui ont pour but de faire plaisir à quelques clientèles électorales avec des idées très très courtes et aucun raisonnement scientifique réellement. Et donc là encore, on a un peu un serpent qui se mord la queue avec un État qui nous dit je veux éviter l'inflation, mais qui en même temps prend des mesures extrêmement inflationnistes avec la volonté de décarboner, etc. On voit par exemple, je prends l'exemple le DPE qui est censé éviter justement de trop consommer et qui est censé plaire à Gaïa et donc de consommer trop d'énergie en virant tous les appartements avec un DPE. Les appartements en location avec un DPE âgé, l'État n'a fait qu'une chose, c'est qu'il y a beaucoup moins d'offres locatives, du coup les prix de location augmentent beaucoup, et donc on voit qu'effectivement c'est inflationniste, mais c'est la même chose si vous demandez à une usine, et je dis ça pour les auditeurs, mais si vous demandez à une usine de devoir faire beaucoup de travaux pour polluer moins, vous doutez bien que c'est pas l'usine qui paye, l'usine elle va reporter tous ses coûts dans les produits et c'est vous derrière quand vous passez à la caisse pour acheter le produit, le paquet de petits lus, enfin lu est une marque déposée, mais le paquet de petits beurres, eh bien finalement dans votre paquet de petits beurres vous allez payer tous les travaux qu'a dû faire l'usine pour produire ces petits beurres avec moins d'émissions de CO2, avec toutes les normes que l'on met en place. Donc voilà, c'est très inflationniste et là encore on a un État qui semble tourner en rond à se dire, mon Dieu, il faut que je baisse l'inflation, nous dit Bruno Le Maire, mais en même temps, toutes les mesures qui sont prises sont extrêmement inflationnistes. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et vraiment, on se demande où il va. Et une chose qui pourrait peut-être arrêter cette inflation, donc, c'est la remontée des taux. On voit qu'il y a une remontée des taux qui est faite, que Christine Lagarde semble dire qu'elle va continuer cette remontée des taux. Philippe, est-ce que tu as une idée sur le fait que la remontée des taux va se poursuivre ou c'est quelque chose qui va se stopper, à ton avis? Où on en est sur les idées des banques centrales sur les remontées de taux? Je vais vous faire une réponse qui va bien faire sourire. Nous n'avons jamais été aussi près de l'arrêt de la hausse des taux et aussi proche de voir les taux rebaisser. Souvenez-vous que le pic de l'inflation était prévu aussi bien par Mme Lagarde que par notre génie Nono Le Maire à l'été 2022, à la rentrée 2022, on devait voir les prix commencer à rebaisser et les taux auraient dû commencer à baisser à l'automne. Donc la mauvaise surprise, ça a été, on a eu ce pic. Cette flambée des taux qui est arrivée fin octobre 2022, bref,
grosse déception. Mais est-ce que vous pensez que le langage de Christine Lagarde et de Bercy et du ministre de l'économie a changé? Non, l'inflation ne va pas tarder à rebaisser. Donc c'est pour ça que je vous dis, on n'a jamais été aussi près de la voir rebaisser. Bon, les taux d'intérêt vont effectivement probablement arrêter de monter, pas parce que on va avoir la démonstration que la hausse des taux a maîtrisé l'inflation, puisque là on voit bien que le pétrole continue de grimper et que les prix de l'électricité en France et en Europe flambent. L'impact de la hausse des taux sur ces facteurs-là, c'est double zéro. Hein, on est bien d'accord. On peut toujours monter les taux autant qu'on veut, ça ne va jamais arrêter la hausse des prix de l'électricité puisque c'est une décision administrative. Voilà. Et pour le pétrole, il y a une raison très simple, c'est qu'il y a rareté. Je dirais, la rareté, mais alors vous êtes contradictoire. Vous nous prédisez en permanence qu'on va bientôt avoir une récession parce que les gens peuvent plus consommer, blablabla. Puis on voit que les gens consomment toujours. Oui, et les pauvres gens, ils continuent de s'endetter et à un moment, ça s'arrête. C'est comme avec la bulle des subprimes. Donc, c'est contradictoire. Il ne devrait pas y avoir de rareté du pétrole. Bah, figurez-vous que depuis qu'on matraque qu'il faut décarboner et qu'on a créé d'ailleurs cette machine infernale des crédits carbone sur laquelle on pourra revenir parce que ça aussi, le crédit carbone, c'est aussi un élément qui s'intercale entre le prix producteur, le prix importateur et le consommateur. C'est lui qui la paye, la taxe carbone ou le crédit carbone que l'entreprise va devoir aller négocier et qu'elle va payer plus cher tous les ans puisqu'on réduit le quota de crédit carbone qu'on peut acheter justement. Donc là, on est face à quelque chose sur lequel la politique monétaire ne peut strictement rien. On est dans le politique. Et puis en plus de ça, le service de la dette en France, on en est à 3 000 et quelques milliards. À 0, il y a 2 ans, c'était supportable. À 4,15, 4,20, ça ne l'est plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aux États-Unis, ils en sont à 1 000 milliards sur les 12 derniers mois, mais c'est comme dirait Bruno Le Maire, les taux d'intérêt dus vont baisser. Non. Ils doivent 1 milliard. Au rythme actuel, d'ici la fin de l'année, ça sera 1 200 milliards. Et si les taux ralentissent un peu, ça ne sera que 1 100 milliards au lieu de 1 200. Voilà, dans la projection. Donc, 1000 ou 1100, ce n'est juste plus supportable pour l'économie américaine, c'est-à-dire pour le contribuable. Parce qu'il y a un moment, comment on paye les créanciers, c'est bien avec les recettes fiscales, c'est rien d'autre. Alors si on avait du pétrole qui sort de notre sol, on pourrait toujours se dire on a une corne d'abondance et on n'est pas obligé de taper sur le contribuable. Mais en France, on tape sur le contribuable et surtout si ce contribuable possède un bien immobilier. Ça a été annoncé, c'était très très clair, et même lorsque M. Macron était secrétaire général de l'Élysée, il n'a jamais fait mystère que investir dans l'immobilier était une imbécilité. Je ne sais plus quelle est la formule qu'il a employée. Pas pouvoir faire un 3e mandat, c'est une imbécilité sans nom. Enfin voilà, quelque chose dans ce bout-là. Et tout doit être fait pour dissuader d'aller investir dans l'immobilier, c'est-à-dire de construire des logements, parce que qui permet qu'on construise des logements? Des gens qui investissent pour effectivement le louer et devenir d'abominables rentiers. Donc ceux-là, on doit leur faire rendre gorge, et ça a été dit, et c'est assumé. Bon, le problème, c'est qu'à un moment, le logement, c'est pas comme spéculer sur un baril de pétrole ou spéculer sur le lithium ou sur l'uranium. Un logement, on l'habite avec ses enfants, avec sa famille. Voilà. Donc, si on construit plus de logement, on se retrouve avec des gens à la rue. Voilà. Et quand les loyers s'envolent, comme c'est le cas actuellement, vu la rareté, vous avez des gens qui peuvent plus payer leur loyer. Alors, ils payent plus leur loyer. Donc, celui qui a emprunté pour construire le logement qu'il loue, bah, à son tour, il peut plus payer son électricité, il peut plus partir en vacances, il peut plus consommer de services. Vous voyez, il y a tout un écosystème que l'État français, par idéologie, par dogmatisme, excusez-moi, imbécile, parce que je vois pas d'autres termes, a décidé donc que l'immobilier, c'était quelque chose à bannir et que l'on devait aller
en bourse. Ah, bah voilà, peut-être qu'on a l'explication. Pourquoi la bourse monte? Bah parce que l'obligataire baisse en permanence depuis 3 ans. C'est le plus long épisode de correction obligataire depuis un siècle. Je pense même qu'il faut remonter à 1887. Vous vérifierez, mais je pense que c'est à peu près cet ordre-là, donc ça fait 140 ans. Donc c'est le pire épisode de correction obligataire depuis 140 ans. L'immobilier, on peut plus investir dedans parce que manifestement en France, on veut dissuader par tous les moyens de le faire. Ah bah qu'est-ce qu'on fait de son argent? Bah du coup, il y en a qui disent après tout les actions, finalement c'est peut-être pas le pire. Et puis surtout, vous avez des tas d'entreprises qui se sont vantées grâce à l'inflation d'avoir augmenté leur marge. Bah oui. Quand vous vendez des produits à base d'huile de tournesol, etc., et que on vous explique qu'il y a eu une pénurie de tournesol parce qu'en Ukraine, patati patata, les gens savent pas combien vaut le tournesol et combien coûte l'huile de tournesol. Si vous augmentez l'huile de 50%, les gens ils savent pas que sur les marchés de gros, le tournesol il a pris 20%. Donc la différence entre la hausse du prix réel du tournesol et la hausse du bidon d'huile, le 1 litre, les gens savent pas. Et surtout, les médias ne leur expliquent pas, évidemment. Sinon, les gens comprendraient la douille et peut-être qu'ils seraient de mauvaise humeur à un moment. Voilà. Donc, beaucoup de prix ont augmenté parce que les industriels se sont dit, de toute façon, maintenant qu'on est à 20% de hausse en rythme annuel, est-ce qu'on va venir nous chercher des poux dans la tête parce qu'on a augmenté notre marge de 3 ou 4%? Ça va passer avec le reste. Et c'est exactement comme ça qu'on raisonne. Et du coup, c'est pour ça qu'on a... Alors, donc, la remontée des taux pose des problèmes de dette à l'État. Ça va en poser à certaines entreprises. On voit qu'il y a des entreprises qui... enfin, ça en pose dans l'immobilier, on en a parlé. Ça commence à en poser à certaines entreprises. On voit des entreprises qui ont... Même Total, qui a vendu une partie de ses actifs qui ne jugeait pas assez rentable. On voit toutes les entreprises de vêtements, etc., qui se cassent la figure les unes après les autres parce que problème de dette en partie. Et pourtant, donc, on voit que la bourse, elle, malgré l'inflation, malgré la remontée des taux, les problèmes de dette des États, les problèmes, on n'en a pas parlé, mais des révolutions qu'il y a dans des pays africains où la France a des gros intérêts, les entreprises qui ont des problèmes de dette importantes, l'immobilier qui est sur le point de se casser la figure, on voit qu'en bourse, il ne se passe rien. Et donc, l'une des raisons que tu avances, ça serait que les gens investissent en bourse. Enfin, pourquoi la bourse semble dire tout va bien, la vie est belle, alors que nous, on n'arrête pas de dire attendez, il se passe des choses extrêmement effrayante actuellement, que l'on entend des gens comme Michael Burry annoncer qu'on est devant un crack. Michael Burry, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui avait annoncé, et qui non seulement avait annoncé, mais avait aussi fait un énorme coup de bourse sur la crise des subprimes. Il avait annoncé la crise des subprimes 1 an avant qu'elle arrive. Il avait dit que ça arriverait, donc c'est maintenant un gourou de Wall Street, on peut dire, parce que il avait très très bien vu cette crise-là. Donc, Michael Burry nous dit qu'on est devant un énorme crack. On a d'autres gérants qui nous le disent aussi. Mais on ne voit rien. Objectivement, quand on voit, la bourse de Paris n'a jamais été aussi bonne. Aux États-Unis, ça se passe bien aussi. Qu'est-ce qui se passe, Philippe, pour que ça se passe bien? Est-ce que c'est juste le fait que les gens n'investissent plus dans l'immobilier et vont vers la bourse, comme tu le disais tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons plus profondes? Et est-ce que ça va durer, ou est-ce qu'on est vraiment à la veille d'un effondrement et il faut prévoir de faire des choses? Alors ça, c'est quelque chose que on a tous analysé. Je suis pas le seul rédacteur aux éditions Agora, donc chacun a un petit peu sa spécialité et analyse les marchés avec des angles différents. Bon, certains parce qu'ils ont des compétences d'ingénieurs et ils décryptent l'actualité sur la base de certains prismes. Et puis finalement, quand on se réunit pour discuter de tout ça, on s'aperçoit que les raisons de la hausse de la bourse sont effectivement complexes. Alors, le premier truc, c'est choquant, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu la bourse monter autant dans une période qui est manifestement une période de crise sévère pour 80% de la population ou quasiment. Alors, sur les 80%, il y en a 20% qui souffrent pas trop, mais qui n'envisagent plus que les choses aillent mieux pour eux et qui
modèrent leurs dépenses, les achats plaisir, tout ça. Ils ont les moyens, ils ont encore les moyens de le faire, mais il semble que le chômage va remonter, etc. Donc, 80% de la population souffre, et vous avez 1% des actionnaires, alors là, pour qui tout va bien. Et là, effectivement, on se dit, mais comment la bourse, qui est censée être la synthèse des anticipations, bah, qu'est-ce qu'on peut anticiper avec une inflation à 20% sur l'alimentaire, des loyers qui explosent de 10 ou 15%, et l'électricité qui prend 40%, vous vous dites, on va droit dans le mur. Bon. Donc, effectivement, ça peut être très, très choquant de se dire comment les marchés qui devraient anticiper les conséquences de ce qu'on observe déjà, à moyen terme, qu'est-ce qui fait qu'ils ne réagissent pas? Bah, est-ce qu'ils avaient réagi à la crise des subprimes? On avait tout, mais absolument tous les éléments, toutes les pièces du puzzle. Il suffisait des assemblées comme l'a fait Michael Burry, et on savait que ça allait se terminer par un crack. Mais tant que Michael Burry était devant ces pièces de puzzle et qu'il les avait pas assemblées, il était moqué. Et la bourse se fichait totalement du fait qu'il y avait des quartiers entiers à Las Vegas ou à Phoenix où toutes les maisons étaient à vendre, toutes. Dans certains quartiers de même la banlieue de Boston, tous les gens qui avaient acheté des maisons grâce effectivement à ces fameux subprimes, ce qui signifie qu'en fait vous ne payez que les intérêts de l'emprunt pendant 3 ans, et au bout de 3 ans vous êtes obligé de payer le principal, mais à ce moment-là vous revendez, comme ça vous n'avez jamais besoin de sortir l'argent. Les gens étaient coincés par le fait que le prix des maisons avait cessé d'augmenter. Donc même s'ils ne devaient pas encore payer le principal, ils devaient quand même rembourser, et avec un bien qui avait perdu de la valeur. Donc du coup, ils perdaient le delta, c'est-à-dire l'écart entre le prix de ce qu'ils avaient acheté et le prix auquel ils pouvaient le revendre, parce que ça, ils n'y échappaient pas. Tout ça, on l'avait sous les yeux. Tout ça. Et pendant 1 an, les marchés s'en sont foutus. Pourquoi? Parce que les marchés, il y a une dictature de la prochaine échéance, la prochaine séance des 3 sorcières. Maintenant, vous avez une nouvelle échéance, alors technique, et on l'a vu encore au mois d'août, où on a fait pratiquement 6 milliards d'échanges le jeudi 31 août, alors que les séances précédentes, on était à même pas 1 milliard, 1,2 milliard à 17h30. Donc, il y a l'échéance mensuelle, puis vous avez l'échéance trimestrielle, et puis vous avez les trimestriels des entreprises. Vous avez un tas de petits rendez-vous et vous allez essayer de performer pour gagner des points. Vous voyez, c'est un petit peu comme le Tour de France. Vous avez des sprints intermédiaires avant d'arriver peut-être à l'Alpe d'Huez, où là c'est réservé aux grimpeurs. Mais entre-temps, vous essayez de gagner les sprints intermédiaires. Et finalement, vous vous épuisez complètement. Et quand vous arrivez au pied de l'ascension de l'Alpe d'Huez, vous êtes complètement cuit. Mais là, pour l'instant, tant qu'on est dans la phase des sprints intermédiaires, vous êtes un cador. C'est lorsqu'on va attaquer les lacets de l'Alpe d'Huez qu'on va voir lesquels ont encore des jambes. Et à mon avis, ils ne seront pas nombreux. Donc, il y a ça, il y a cette dictature de l'immédiat, de l'échéance dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois. Donc ça, c'est déjà une chose qui fausse totalement la façon d'investir. Vous ne vous placez pas en vous disant, bon, si pour l'intelligence artificielle, il y en a qui y croient et qui se disent que ça sera la révolution et qu'on en a maintenant pour l'éternité à développer. Bon, ça, c'est un raisonnement, ça se tient, on peut adhérer. Quant à payer la même boîte 5 fois ou 10 fois son chiffre d'affaires, là, c'est un autre débat. Mais bon, admettons qu'il y ait des gens qui sont prêts à payer cher pour certaines valeurs prometteuses. Mais globalement, ça, c'est un peu l'exception. Sinon, tout le monde investit là, le nez dans le guidon. Deuxième explication du maintien des marchés, on en a parlé, c'est que très cyniquement, la plupart des entreprises ont profité de l'inflation pour augmenter leur marge. 4% d'inflation, allez hop, 4% de marge en plus. On attendait 7% de hausse de la marge au 2e trimestre, on en a eu 11. Allez, cherchez pas où sont les 4% de marge supplémentaires. C'est le consommateur qui l'a pris dans la tronche. C'est tout. Donc, l'inflation est quelque part, enfin là, elle s'est avérée être l'ami des marchés. Sauf que les 4% que vous venez de prendre là pour faire vos trimestriels et faire plaisir à vos actionnaires
et permettre à quelques analystes de dire, regardez, je vous avais dit, ils sont très très bons, on sacrifie complètement l'avenir, comme on sacrifiait l'avenir avec les subprimes. Il était évident que le système n'était pas viable à moyen terme, mais tant que ça gagnait, on rejouait. Donc là, on arrive avec des gens qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Aux États-Unis, vous avez un nombre de gens endettés qui est absolument colossal. Je crois que l'encours moyen sur les cartes de crédit, je crois que c'est 9 000 $. C'est 2 fois l'encours au moment de la crise des subprimes. Hein. Attention. Attention. Au moment de la crise des subprimes, un loyer coûtait 1 400 $. Bah, vous vérifierez si c'est entre 1 380 ou 1 400, mais grosso modo, c'est l'idée. Aujourd'hui, le loyer, c'est 2 000. Vous voyez? Et là, je vous parle des subprimes. Vous voyez un peu le problème. Comment vous faites face à un loyer à 2 000, avec le prix du plein d'essence qui explose, avec les taxes, on va vous matraquer en 2024, ça va être pire qu'une manifestation de gilets jaunes. Mais là, pour l'instant, comme tu dis, tout va bien. Oui, ça va très bien. Là, dans l'instant, là, en augmentant les marges, là, au premier, deuxième trimestre, les boîtes, elles ont fait de très bons résultats. Mais là, comment elles vont continuer de vendre leurs produits et services face à des gens qui ont pu un rond? Parce que c'est ça la réalité. Ça va arriver, ça. Des gens qui peuvent plus acheter. Bah déjà, vous avez vu les Restos du Cœur qui ont vu cet été le plus grand nombre de gens venant quémander de la nourriture. C'est 29 là. On est dans la période 29-32. C'est hallucinant ce qu'on vit. Et vous avez la bourse au plus haut. Bah moi, je dis qu'on n'est peut-être pas loin, effectivement, de 29, fin de l'été 29. Parce que là, à qui et à quel prix les entreprises vont-elles vendre ce qu'elles produisent? Je vous pose la question. Alors là, je voudrais juste sur une petite parenthèse sur le fait que quand il y en a un qui perd, il y a l'autre qui gagne, et qui fait que ça maintient aussi le marché à l'équilibre, bah c'est que quand vous avez des constructeurs européens qui, avec le coût de l'électricité, n'arrivent plus à sortir une voiture en dessous de 20 000 €, vous avez des Chinois qui vous importent ou qui vous exportent des véhicules électriques qui, eux, sortent à 15 000. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour produire des véhicules électriques abordables? Eh bien, Renault et Peugeot vont les faire produire en Chine ou au Maroc. Alors, bon, des véhicules à peu près abordables vont peut-être être accessibles dans les prochaines années, mais le pouvoir d'achat aura tellement baissé que même au prix chinois, les gens auront du mal à les acheter. Mais surtout, tous ces véhicules produits en Chine, ben, ce ne sont pas des salariés français qui touchent un salaire pour les produire. Donc, vous allez continuer d'avoir une hémorragie d'emplois en France. Donc, c'est des gens qui ne recevront pas de salaire et donc ce sont des gens qui ne consommeront pas. On est en train d'exporter nos emplois vers la Chine avec la décarbonation. Je ne sais pas si on en a conscience, mais si la filière éolienne était un truc français comme l'a été la filière nucléaire, on pourrait se dire, développons de l'éolienne parce que ça va être 200, 300 000 emplois créés à l'horizon 2030. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, toute la transition énergétique, ça file du boulot aux Chinois. Donc, quand le gouvernement nous dit jamais les entreprises n'ont autant investi pour créer des usines en France, etc., oui, peut-être qu'effectivement, avec toutes les subventions qu'on offre pour s'implanter, il y a des entreprises qui se laissent séduire. Mais pendant qu'on va créer peut-être 400 emplois dans une usine d'assemblage X ou dans une unité de production de semi-conducteurs où on aura 250 emplois, combien de milliers de boulangers, de salons de coiffure vont avoir fermé? Combien de milliers d'emplois supprimés dans l'automobile? Combien de milliers d'emplois supprimés dans la grande distribution, les marques de vêtements, etc. Donc, c'est vrai que on a plus d'emplois créés par des boîtes étrangères en 2023, mais en interne. Mais combien en perd-on en ce moment?
quel est le nombre de faillites? On est au-delà de 2019. Vous voyez? Donc, je dis que le gros problème qui se présente, c'est que là, les gens, ils sont déjà mais lessivés par la hausse des prix de l'électricité, du carburant, etc. Et là, ils vont arriver à un moment où, ne pouvant plus acheter, les entreprises ne vont plus produire, et quand elles ne produisent plus, elles licencient. Puis alors là, par contre, elles oublient les marges, hein, parce que là, il s'agit de sauver la baraque. Hein. Oui, puis on voit bien, tu faisais référence à l'automobile. Moi, j'ai couvert le moment où Bruno Le Maire, très content, venait ouvrir une usine de batteries à Dunkerque, en disant qu'à terme, il y aurait 600 emplois créés. Et au même moment, c'est à ça que je pensais exactement. Les patrons des syndicats, donc les syndicats et le patron, les patrons et puis les syndicats disaient « Oui, mais on va perdre 2000 emplois dans l'automobile à cet endroit-là à cause des voitures électriques. » C'est-à-dire que oui, alors Bruno Le Maire, lui, il parlait que des 600 emplois qu'allait fabriquer son usine. Et les syndicats et le patronat disaient « Oui, non, on perd 2000 emplois de personnes dans l'automobile. » Donc en fait, on a là aussi une grosse perte d'emplois. Et c'est vrai qu'on voit que le nombre de faillites explose. On ne le voit pas encore dans les chiffres du chômage et c'est très étonnant. Il y a des choses extrêmement étonnantes, je trouve, qui se passent actuellement, hein, parce que moi, je vois un gouvernement qui se félicite du chômage et des choses comme ça, alors qu'on voit que le nombre de faillites explose complètement. Il y a un nombre de faillites qui augmente de manière gigantesque, quoi. Et ça ne peut pas aller autrement, puisque vous avez une augmentation des prix de l'électricité, donc ça ne peut pas aller autrement qu'un nombre de faillites qui explose. C'est pas possible autrement. Mais tu connais bien le fondement de l'escroquerie. L'escroquerie du quasi plein emploi, c'est quelque chose de fantastique. Ça n'existe, d'ailleurs, ce mensonge n'existe que parce que les médias sont les complices. Et à ce niveau de complicité, on peut se demander, même si ça porte pas un nom, ça s'appelle une trahison. Une trahison des gens qui lisent. Les médias savent parfaitement que aujourd'hui, c'est plus Pôle emploi, hein, ça devient France Travail. Il y a eu un travail de toilettage des fichiers, et notamment de la catégorie A, qui était absolument énorme. On a battu les records de radiation ou de rétrogradation ou de basculement des gens de la catégorie A au sens du BIT vers les catégories B, C et D. Donc, on a toujours autant de gens qui sont hors de l'emploi, mais on a toiletté la catégorie A, qui est celle qu'on affiche. C'est comme lorsque les Jeux Olympiques vont avoir lieu à Paris, les quais de la Seine, ils vont être tout propres, et dans les rues derrière, vous aurez les rats qui continuent de courir, etc. Et vous aurez toujours des centaines de travaux pourris avec des tas de pavés. Mais ce que les caméras filmeront, ça sera un Paris de rêve, idyllique, tout propre, tout ça. Donc, le gouvernement qui sait que les gens sont assez naïfs quand même en général et qui savent que la plupart des mensonges passent puisqu'il n'y a aucun journaliste qui fait son travail, aucun journaliste ne pourrait laisser dire qu'on est proche du plein emploi parce qu'en catégorie A, on a 15 ou 20 000 inscrits de moins que l'année dernière, quand vous en avez 50 000 de plus dans les autres catégories. Et quand un boulanger perd son travail, qu'un boucher charcutier ferme parce que sa chambre froide lui coûte trop cher, etc., ce sont des gens qui n'ont pas le droit au chômage. C'est des auto-entrepreneurs, c'est des artisans. Donc c'est pour ça que ce chômage-là se voit pas. Et les gens qui arrivés en fin de droit se sont décidés d'ailleurs sous l'impulsion, à l'époque ça s'appelait Pôle emploi, c'est bon, vous êtes arrivé au bout, vous n'allez plus avoir de location. Mon conseil, créez votre activité de consultant ou d'artisan, je ne sais pas quoi. Donc les gens des espoirs de cause ont créé des petites entreprises, des micro-entreprises. Et là, ils ont disparu du chômage. Bah oui, puisqu'ils étaient auto-entrepreneurs. Même s'ils font 0 chiffre d'affaires, ils ne font pas partie des chômeurs ou des gens qui sont allocataires au RSA, etc. Donc, il y a énormément de gens qui perdent leur boulot, mais qui ne vont pas gonfler les statistiques de France Travail. Vous voyez? C'est ça le truc. C'est que tout est avec le gouvernement,
tout est mensonge, bidouille, et c'est vraiment prendre les gens pour des idiots, mais à un point qui est quand même assez élevé. Donc, les statistiques de l'emploi, c'est quelque chose qui est truqué de A, falsifié. Voilà, c'est falsifié de A jusqu'à Z, et on affiche que le chiffre qui va bien, la catégorie A. Bon, donc ça, on sait maintenant où on en est, et il suffit de regarder autour de soi, voir les rideaux tirés avec marqué, donc voilà, ça y est, la boulangerie a fermé, on vous remercie de votre fidélité, etc. On est dans quelque chose qui ressemble à 1929, et en bourse, on est toujours dans la fête qui a précédé octobre 29. Voilà. Ouais. Donc le moment où le marché va recoller à la réalité, où on va cesser de se dire allez, il faut qu'on essaie de tirer encore, on va essayer de faire encore du gain, on va faire une stratégie de delta sur les options jusqu'au vendredi, je crois que ça sera le 15 septembre, prochaine 3 sorcières, non 4 sorcières. Ah, il faut qu'on tienne jusqu'au 15 septembre. Il faut qu'on arrive à boucler le 3e trimestre avec X% de gains, etc. Donc, ils vont peut-être essayer de nous tenir le marché jusqu'au 15 septembre. C'est l'échéance à défendre. Après le 15 septembre, c'est après moi le déluge. Mais là, toutes les options qu'on a, tous les contrats à terme, toutes les stratégies qu'on a montées, il faut les défendre pendant encore 15 jours, même pas. Là, il reste 9 séances. Là, ils vont essayer de le faire. Donc, on va nous maintenir les indices boursiers de façon artificielle. On est dans l'artifice total. Mais ça se sait tellement qu'on en est aujourd'hui à Paris, avoir des séances à 1 milliard. À 1 milliard. Vous savez combien on échange certains jours sur Nvidia aux États-Unis? Nvidia, le champion de l'intelligence artificielle, la nouvelle boîte qui fournit les pelles et les pioches aux chercheurs d'or numérique. Non, je sais pas. 50 milliards. 50 milliards sur le seul titre Nvidia en une séance. Il n'y en a pas eu qu'une. À Paris, voilà, Nvidia, c'est 2 mois d'activité en 24 heures, en rajoutant Apple, si vous voulez. Donc, on sait tellement que les cours sont bidons et que la valorisation du marché n'a aucun sens que personne n'achète ou personne ne vend. Parce qu'on sait que quand on vend, surtout le problème, c'est que si le marché derrière, on nous le retire, comment on rentre? C'est compliqué, il faut courir après le papier, et surtout dans un marché où il n'y a aucun volume. Comment vous allez, si vous vendez pour votre fonds BNP, Crédit Agricole, etc., vous vendez pour 200 ou 300 millions, dans des séances où on est à 900 millions à 17 heures, comment vous allez racheter 200, 300 millions de papier? Il n'y a pas de marché, il n'y a plus de marché, il n'y a plus aucune profondeur. Donc, quand vous êtes dans un marché où il n'y a rien en face, il n'y a pas de contrepartie, vous n'achetez plus ou vous ne vendez plus. Vous ne pouvez pas acheter parce que si vous achetez pour 10 millions, paf, le CAC, vous le faites décaler de 1% au niveau de liquidité où on est actuellement, c'est ça. Et vous ne pouvez pas vendre. Parce que si vous voulez vendre, il y a aussi personne en face. Donc, la salle d'enchères est vide, complètement vide. On devrait se dire, mais c'est le signe d'un problème majeur, d'une crise majeure. Il n'y a plus personne dans la salle d'enchères. Les vendeurs, ils savent qu'il n'y a plus personne pour acheter, et les acheteurs, avec de l'argent à 4,5, ils sont plus là non plus. Voilà où on en est. En tout cas, pour moi, des séances, alors on finit à 2,3 milliards, 2,4 milliards à Paris avec les arbitrages, mais pour moi, les vrais volumes, ce sont ceux qu'on échange avant 17h30. À 1 milliard par jour, vous avez bien conscience qu'il y a un problème. Parce que en 2000, c'était 5 milliards par jour. Comment on est passé en 22 ans de 5 milliards à 2 milliards? Enfin, voilà. Alors que le marché est beaucoup plus haut qu'en 2000. Donc, on négocie des valeurs qui sont, je ne parle pas de LVMH, mais enfin en moyenne, vous avez des valeurs qui sont beaucoup plus chères. Donc, en négociant le même nombre de titres, on devrait avoir aujourd'hui des séances à 7-8 milliards, grosso modo, avec une activité à peu près équivalente à celle qu'on avait en l'an 2000. On n'est pas à 7, on est à 1. Voilà. Donc, il y a déjà la preuve. Il y a quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qui va se passer le jour
où quand vous avez 1 milliard de contrepartie, vous allez avoir des institutionnels qui vont arriver avec des fonds de 30, 40 milliards, donc ils veulent alléger 1 ou 2% pour réduire un peu leur exposition. Mais ça va être un désastre. Alors vous me direz, aujourd'hui, effectivement, ils sont sur les options. Bah oui, mais le problème, c'est qu'à un moment, les options, vous les arbitrez contre des titres réels. C'est bien de construire des stratégies à base d'options, hein. Je suis d'accord. Et il y a un moment où ces options, elles ont un sous-jacent. Donc il y a un moment où il va falloir faire jouer le sous-jacent aussi. Voilà, mais nous, là, à l'instant où on se parle, on en est là. Il n'y a plus de transactions à la Bourse de Paris, mais à Francfort, c'est pareil. Francfort était devant Paris, d'ailleurs, il y a quelques années. Maintenant, Paris est devant Francfort. L'activité, elle est concentrée uniquement aux États-Unis et sur quelques titres. Voilà. Donc, il y a déjà là la preuve qu'il y a une crise extrêmement profonde, c'est quand 50% de la capitalisation repose sur 6, 7 valeurs, et quand au quotidien, on ne peut plus ni acheter ni vendre. Qu'est-ce que c'est qu'un marché dans lequel on ne peut pas acheter ou vendre? C'est juste pas un marché. Eh bien, Philippe Béchade, merci. Donc, voilà, c'est vraiment ce dont on vous a parlé. Là, c'est vraiment l'effondrement silencieux que j'ai pu lire dans les publications Agora. Donc, encore une fois, merci aux publications Agora de sponsoriser cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement le rapport anti-inflation des publications Agora. Je vous ai mis un lien dans la description. Et ça va vous montrer des investissements, 3 investissements anti-inflation qui sont utilisés par tous les fonds d'investissement, l'investissement méconnu qui profite généralement de l'inflation, et puis les méthodes pour mettre votre épargne à l'abri de l'inflation. Donc tout ça, vous l'avez gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description. Merci aux publications Agora donc d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à Philippe Béchade d'avoir accepté cette interview. Et puis à tous, je salue bien sûr. Je salue bien sûr mes abonnés, puisque bon, effectivement, ce qui est dans le rapport, eux le connaissent déjà, ils en bénéficient déjà, voilà. Mais comme c'est sponsorisé par Agora, j'en profite donc pour saluer tout le monde. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.